Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast de Brasser pour donner. Je me présente, je m'appelle Jules Lebaille, je suis étudiant en gestion de commerce au Cégep de Granby. Et aujourd'hui, je suis accompagné des deux propriétaires de la microbrasserie Brasser pour donner, Mara et Jonathan. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci. Ouais. Bien, toi? Oui, super, merci. Je suis très heureux d'être ici avec vous et puis merci de nous accueillir dans votre microbrasserie. Je suis très heureux. Euh, pour remettre un peu en contexte ce podcast et notre projet en général, Brasser pour donner, c'est un projet étudiant qui vise en fait à nous faire travailler dans le milieu un peu commercial, c'est-à-dire qu'on veut genre mettre en place la commercialisation d'une bière qui va être brassée par vous, justement, parce que nous, on n'a pas les compétences pour brasser une bière. On va s'assurer de tous suivre le côté promotionnel, c'est-à-dire aussi faire l'étiquette de la bière, juste ici, trouver le nom, et puis après, c'est vous qui allez vous occuper de brasser. Et après, à la suite, lorsque la bière sera commercialisée, ça va être de faire la promotion sur les différents réseaux sociaux de Brasser pour donner pour ce projet. Mais du coup, l'objectif principal de ce projet, outre le fait d'apprendre des connaissances et de l'expérience dans le milieu professionnel, ça va être de reverser des fonds à la fondation du Cégep. Donc, chaque bière vendue, ça va être $1 de remis à la fondation. Donc, c'est principalement ça le projet Brasser pour donner. Aujourd'hui, je vais poser des questions, notamment sur la collaboration entre le Cégep et votre microbrasserie, aussi sur la bière et un peu sur l'entrepreneuriat, puisque vous savez que c'est quand même ça le sujet principal pour vous. Donc, je vais commencer avec une première question. Comment est née l'idée de collaborer avec le Cégep de Granby? Comment ça s'est un peu passé au tout début, les premières fois avec nous? Oui, en fait, ça c'est la 5e édition qu'on fait avec le Cégep. La première édition, c'était avec une autre brasserie, je ne me rappelle pas laquelle, là, peut-être la Gabière, là. Mais bref, pour la deuxième édition, Carl Magnon de Tite Frette nous a approchés, en fait. Lui collaborait déjà avec le Cégep sur ce projet-là spécifiquement, justement pour apporter un éclairage de l'industrie là, aux étudiants là, pour les fins du projet. Et donc, c'est ça, pour la deuxième édition, il nous a approchés, étant donné qu'on est vraiment tout près du Cégep. Je pense que l'équipe là, cherchait justement là, un joueur un petit peu plus local. Et puis nous, on a dit oui. On a dit oui tout de suite, là. Ouais, c'est ça. Là, ça semblait vraiment super intéressant comme projet. C'est une occasion en or là, pour les étudiants là, de mettre en pratique ce qu'ils apprennent au fil des 3 ans que dure Oui, la exactement. technique de gestion de commerce. Puis pour nous, c'est ça, pour nous, c'est une occasion parfaite, là, justement, pour explorer des nouveaux styles, là, faire des nouveautés. Ouais, parfait. C'est sûr que vous aussi, ça peut vous intéresser puisque ça fait un peu la promotion en même temps à côté de votre microbrasserie, je pense aussi, auprès de la communauté étudiante et même de toute façon l'entourage des étudiants, puisque c'est quand même un gros projet. Moi, personnellement, j'en ai quand même beaucoup parlé autour de moi, ça fait de la pub aussi un peu pour vous. C'est intéressant. C'est sûr. Puis il y a aussi le côté d'être près des jeunes aussi. C'est toujours bon là, de côtoyer d'autres générations. Puis c'est tout le temps ça insuffle des idées fraîches. Puis Ouais, une autre façon de voir les choses. Fait que c'est dynamique. On aime ça aussi pour ça. parfait. Sinon, j'avais une autre question. Quels défis avez-vous rencontrés justement en travaillant avec nous, les étudiants, au cours des années? Puisque c'est sûr que on est quand même deux générations différentes, là, c'est sûr qu'il y a des défis liés à ça. Tu es en train de dire qu'on est vieux? Non, Là? non, c'est pas ça. C'est de ça qu'on comprend. Non, en fait, il n'y a pas tant de défis que ça. Comme dit Jonathan, c'est surtout très stimulant pour nous là, d'être en contact justement là, avec des jeunes, plein d'énergie, plein d'idées aussi. Au fil du temps, nous, on a nos façons de faire. Puis, veut pas, on est un peu moins exposé justement là, à
des nouvelles idées. Donc, tu sais, de pouvoir côtoyer les jeunes dans le cadre d'un projet comme ça, ben c'est ça. Tu sais, nous, ça nous permet aussi là, de revoir un peu, tu sais, surtout le côté marketing, côté réseaux sociaux, tout ça. C'est ça, pour nous, c'est très stimulant. Non, c'est vraiment pas tant de défis. C'est sûr que, tu sais, au fil des ans, avec les profs, tu sais, moi, je me suis ajustée un peu, justement tu sais, pour que la communication soit claire. Tu sais, un petit côté logistique là, tu sais, de communication là, tu sais, qu'on a réussi là, à peaufiner au fil du temps, mais autrement, non, autrement, tu sais, c'est du bonbon pour nous. Ouais, c'est sûr que vous devez voir quand même une grosse amélioration entre la première année que vous avez travaillé avec nous et bah, les autres années suivantes. Je pense que c'est intéressant Yeah. aussi de voir cette progression. Ben oui, c'est ça. Puis il y a un rodage qui s'est fait. Il y a une habitude aussi là, qui s'est implantée. Puis on sait un petit peu plus à quoi s'attendre. Là. Donc, c'est ça. D'une année à l'autre, on voit une amélioration. C'est plus simple, c'est plus fluide. Ouais. Et puis, ben, du coup, j'ai une autre question. Est-ce que vous pensez que ce type de partenariat, ben, il va aider à faire découvrir le monde brassicole, notamment aux jeunes générations? Comme vous l'avez un peu mentionné, que ça allait un peu le faire. Mais oui, c'est Ben, ça. absolument. Oui, Je pense c'est que ça, oui. tout Je pense que simplement. oui, parce que. Puis on le voit, là, l'industrie brassicole est en baisse un petit peu. Les jeunes sont moins portés sur la bière, peut-être que notre génération, quand on était à votre époque. Donc, ça nous permet de mettre de l'avant ces produits-là. Puis c'est différent aussi. Tu sais, on n'avait pas. Nous, quand on était au cégep, là, c'était la micro, là, ça commençait. Là, puis c'était Ouais. des macrobrasseries. On n'avait pas la qualité de bière qu'on a aujourd'hui. C'était plus sur la quantité que sur la qualité. Fait que, tu sais, ça a vraiment changé. Il y a vraiment un chiffre, puis c'est correct. Tu sais, ça change tout le temps. Puis nous, on est vraiment plus qualité que quantité. Fait que les saines habitudes de vie, puis boire avec modération, on peut pas être contre ça. Ouais. Là. C'est clair. Non, je parlais un peu de votre expérience entrepreneuriale. C'est quoi un peu votre philosophie de votre microbrasserie en matière de création des nouvelles bières? Au niveau création, c'est un peu opportuniste. Là. C'est soit un ingrédient qui va nous donner une idée avec laquelle on va avoir le goût de travailler. Des fois, ça peut être aussi quelque chose qu'on a bu, qu'on a mangé, qui nous a donné un flash. On dit, hey, crème, ces saveurs-là, on aimerait se retrouver ça dans une bière. Donc, c'est un peu comme en cuisine. On dirait que c'est une idée là, qui vient, là, puis on dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. C'est pas tant. Dans notre cas, c'est pas tant marketing. Il y a des brasseries, probablement de plus grande taille, qui vont se dire, bon, là, le marché, on fait une grosse étude. Là, c'est ce sous-segment-là de tel IPA qui est populaire, ça nous prend un produit pour ça. On n'est pas tant à ce niveau-là, mais on couvre quand même plusieurs styles pour être un peu partout aussi. Là. Oui. Mais en même temps, non, on ne suit pas nécessairement les tendances dans tous les cas, mais on est quand même influencé là, Oui. Absolument. C'est par les sûr, tendances du marché. Là, on sait que depuis au moins 5 ans, le niveau d'alcool, tu sais, la sensibilité de la population tu sais, pour tu sais, boire moins d'alcool, ben, tu sais, c'est sûr qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Là, donc, on ne sortira pas des bières à 8-10 d'alcool. Tu sais, on a on a quand même ce souci-là tu sais, de faire des bières qui sont plus légères, tu sais, qui sont accessibles aussi, là, et, avec un taux d'alcool tu sais, plus vers le bas que vers le haut, là, assurément. OK. Ouais, c'est parfait. Est-ce que vous aurez des conseils à donner à des jeunes entrepreneurs, que ce soit qui veulent se lancer dans le milieu de la microbrasserie ou juste en général un peu genre des conseils sur l'expérience que vous avez vécue lorsque vous êtes lancé? Ah, c'est pour toi, ça. Ouais. Ben, en fait, le marché il a vraiment changé depuis qu'on s'est lancé là, dans les dernières années. Ben, on faisait partie d'un boom. Là, il y avait 30-35 nouvelles microbrasseries par année là, pendant quelques années, là, jusqu'à la COVID. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je pense que c'est 330 permis au Québec là, pour le brassage de bière. Donc, il y a beaucoup d'entreprises, puis dans un marché qui descend un petit peu année après année. Donc là, un jeune qui veut se lancer,
là-dedans. Ça prend un solide plan d'affaires. Il faut savoir où s'en aller, avec un marché qui est bien identifié. Puis il y a aussi, mais les occasions, je pense, c'est plus du reprenariat probablement, ou c'est ça, de joindre un projet qui est existant, puis justement soit pour une éventuelle passation des pouvoirs ou de simplement entrer dans le milieu, mais avec un risque calculé. Là. Ouais, c'est sûr que on en parlait justement en classe. Vraiment, le milieu, le mot qu'on dit, c'est vraiment saturé, genre littéralement. Le milieu des microbrasseries, il y en a tellement. On va dans un IGA, un dépanneur, on voit toutes les sortes de canettes, toutes les sortes de bières, tout simplement. Donc, ça montre bien que, notamment vraiment au Québec, il y a du monde en microbrasserie. Oui, c'est particulièrement difficile de se démarquer dans un marché qui est saturé, là, comme tu dis. C'est quand même la clé du succès, que ce soit pour le milieu de la microbrasserie ou juste en général, là, pour n'importe quel business qu'un jeune veut lancer. Là, c'est d'être capable de se démarquer, là, puis d'avoir une niche, là, quelque chose qui fait que son produit va être recherché, ultimement. OK, parfait. Sinon, est-ce que vous avez... c'est quoi les principaux défis que vous avez rencontrés depuis que vous avez commencé? C'est quoi les gros trucs durs que vous avez dû affronter depuis que vous êtes lancé? Il y en a eu quelques-uns. Oui, quand même. Avant même de commencer. C'est au début que ça a été le plus dur, je dirais. Ah ouais? Ouais. C'est vraiment... Au début, quand on a acheté nos équipements de brassage, notre fournisseur, à qui on avait tout acheté, a fait faillite 2 semaines avant de nous livrer nos équipements. Donc, vous n'avez pas pu recevoir les équipements? On a fini par l'avoir. Il y a un syndic qui est rentré dans la boîte, qui ont fini les derniers détails. On n'a pas eu tous les équipements, là, mais on a réussi à faire une entente puis en récupérer une partie. On a mis beaucoup d'énergie juste à essayer de sauvegarder ça, là, puis de ne pas tout perdre l'argent qu'on avait déjà dépensé. Sort. Puis là, tu n'as pas ton équipement pour faire de la bière pour en faire rentrer de l'argent, puis tu attends encore ton équipement. C'est comme c'est le moment qu'il ne faut pas pantoute que ça arrive. Là, c'est arrivé là. Fait que ça a été notre test, là, de dire, bon, on est-tu des entrepreneurs? On est-tu capable de continuer au travers de ça? Puis on a passé le test. Fait que, ça, je pense que c'est genre un bon test dès le début. Tu dis, OK, jamais, t'arrives pas à surmonter ce défi-là. C'est peut-être pas fait pour toi, le monde de l'entrepreneuriat. Donc, je pense que c'est, je sais pas, je le dis comme ça, j'ai aucune idée, mais ça vous a quand même forgé, je pense. C'est sûr qu'on aurait pu s'en passer, hein, puis mettre de l'énergie ailleurs, mais en fait, la clé dans ça, dans n'importe quelle épreuve, c'est d'être capable de s'adapter, d'être capable de, comme on dit en québécois, de se revirer sur un dixaine, puis de rapidement faire face à la situation, puis d'essayer de trouver des solutions. Ça, c'était notre premier gros défi. Après, le 3 mois plus tard, la COVID. Oui, c'est ça. C'est sûr, on allait en passer dessus, mais on avait lancé les bières en septembre. Donc, tout le printemps, là, ça, c'était en septembre 2019. Donc, au printemps 2020, moi, j'avais un calendrier rempli là, de dégustations, puis de petits événements auxquels on voulait participer justement pour faire connaître notre bière, faire connaître la marque et tout ça. Et comme vous vous en souvenez ou pas, en mars 2020, c'est ça, là, la COVID est arrivée. Donc, tout a été fermé partout. Alors, tout ce que j'avais planifié, ça tombait à l'eau. Alors, comment est-ce que tu fais pour te faire connaître si tu n'es pas capable d'aller vers les gens? Encore une fois, on essaie d'être créatif. On a changé un peu notre stratégie qu'on avait. Ouais, c'est là, dans le fond, la terrasse était prévue, mais plus tard. On s'enlignait plus sur la distribution au début, puis on s'est dit, on va faire une terrasse, puis le public viendra plus tard. Mais là, on s'est dit, là, on est dehors, les 2 mètres entre les tables, c'est pas un problème ici. Let's go, on fait une terrasse, puis
ça a vraiment été une bonne chose. Là, aujourd'hui, c'est ça que le monde... On a c'est ça à devancé quoi le cette monde pense quand étape-là on parle de la ferme. pour justement être capable de faire face à la situation, là, puis d'essayer de tirer notre épingle du jeu. Ouais. Puis effectivement, il y a 2 choses qu'on avait le droit de faire durant la COVID, c'est être dehors Ouais. et boire. C'est ça ce qu'on avait le droit de faire. C'est vrai, tous les SAQ étaient ouverts et des choses Ouais, comme ça. ouais, donc, ouais. Étonnamment, c'était un service final, essentiel. ouais. Ouais, c'est ça. Donc, au final, oui, ça vous a un peu, je dirais pas aidé, mais genre, quand vous avez su à bien vous adapter, ça a été un peu profitable pour vous, finalement. Ben, bénéfique au Ouais. final, effectivement, parce que, comme vous avez pu le constater là, en venant sur place, tu sais, on est quand même situé dans une magnifique région pour commencer, mais chez nous particulièrement, tu sais, c'est très, très beau. Là. Alors, tu sais, une fois que les gens viennent puis découvrent l'endroit, ben, là, ils se prennent en photo, tu sais, puis on sait ce que c'est, là, les réseaux sociaux. Tu sais, tout le monde partage les photos, tu sais, surtout quand il y a un beau background. Alors, vraiment, ça a permis de nous faire connaître, je dirais bien plus là, que les dégustations que j'avais peut-être planifiées là, initialement. Là, ça s'est propagé un peu comme une traînée de poudre. Donc, oui, c'est Adaptation. c'est mal le pour un mot-clé. bien. Oui, c'est ça. Super. Et du coup, comme vous êtes les deux propriétaires, comment vous partagez vos rôles au sein de la brasserie? Ça, c'est une question quand même que je me posais. Là. Comment vous faites? C'est super important de faire un bon partage. Quand on est un couple, Ouais. on travaille ensemble. Ben, en gros, dans le fond, moi, je m'occupe de tout ce qui est production brassicole, agricole aussi. Fait que vraiment plus là, faire le produit. Puis Marie, elle est côté vente, réseaux sociaux, la terrasse, tout ce qui touche le public. Ouais. C'est pas mal ça. Communication. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, moi, je suis caché en arrière, Marie en avant. Ça ressemble Ouais. à ça. Ouais. Et vous êtes, après, je sais que vous avez des employés à la ferme qui vous aident. Comme on est passé l'autre jour, il y avait quelqu'un qui était là pour t'aider Oui, à oui. brasser, sûrement. Oui, on a un brasseur, Christian qui est notre brasseur, on a Mélina qui est notre aide-brasseur et qui nous aide aussi dans les champs. Ok. On a une équipe complète là, d'employés, là, de staff là, pour la terrasse l'été là, qui est saisonnier. Là. Donc là, on est dans les embauches en ce moment, mais ça s'en vient. Là. On va avoir notre cohorte Plus 2025. côté ça, service à la clientèle et tout, ce côté-là. Oui, exact. OK. Maintenant, je parlais un peu de la bière, parce que c'est le sujet principal. Là. Parlons de la bière. Simplement, qu'est-ce qui distingue cette bière-là des autres lagers mexicaines? Qu'est-ce que vous avez fait pour faire en sorte que ce soit différent? Parce qu'il y en a quand même beaucoup des lagers mexicaines sur le marché. Là. Oui, quand même. Puis, en fait, on est quand même allé dans le style, très près du style. Donc, ce qui la distingue, je dirais que c'est la qualité. Parce que les lagers mexicaines, on va penser au Corona, à Modelo, des gros brasseurs, justement, Industriels, mexicains, là. plus industriels. Donc, nous, on est allé dans les mêmes types d'ingrédients, les mêmes saveurs, mais vraiment en allant chercher des bons ingrédients, méthode de brassage impeccable, puis on s'est assuré d'y mettre tout notre cœur. OK. Ouais, je pense que ça fait une différence auprès des consommateurs, ces choix-là. Est-ce que vous pouvez nous parler du choix des ingrédients et du processus de brassage de la bière un peu? Oui. Lager mexicaine, c'est assez simple. Au niveau des ingrédients, il y a de l'orge maltée. On a pris de l'orge type Pilsner, qui est un orge très pâle, là, très, très blond, donne la couleur à la bière. On a quand même rajouté un petit peu de malt Vienna. Ça, c'est un malt qui a été chauffé un petit peu plus que le Pilsner. Fait que quand même, pour donner un petit orangé, là, juste un petit quelque chose de plus là, à la bière, là, pour pas que ça ait l'air d'une blanche non plus. Et puis, particularité de la lager mexicaine, il y a du maïs aussi. Donc, on a utilisé du flocon de maïs, là, à peu près 20% de flocon de maïs. OK. Ça donne un petit goût un petit peu plus crisp. Ça coupe dans les saveurs maltées. Là. Ça donne des bières qui sont faciles à boire. OK, parfait. Une autre question. Simplement, pourquoi vous choisissez de faire en verre les bouteilles et non des canettes, simplement Oui, qui serait beaucoup plus simple. Mais, Ouais, je pense aussi. oui, sauf qu'on aime ça, on aime ça quand c'est compliqué un peu. Puis en fait, il y a plusieurs raisons. La bouteille, on l'aime, on aime le format bouteille, mais
une des grosses motivations pour nous, c'est que la bouteille, elle est réutilisable. Donc, d'un point de vue écologique, c'est une solution supérieure pour nous. C'est des bouteilles qui sont fabriquées à Montréal. Pas de tarif. En plus. On Ouais, on a fait un bon choix sans le savoir. Et puis, c'est ça. Donc, cette bouteille-là, après utilisation, elle va être lavée. On l'envoie, il y a quelqu'un à Boucherville, une compagnie à Boucherville qui lave pour nous. Et puis, en moyenne, la bouteille peut faire une quinzaine de cycles comme ça. Là. Elle est remplie, lavée, jusqu'à temps qu'elle brise. OK, donc ça... Donc, au final, l'empreinte carbone est moindre que d'utiliser des canettes qui sont fabriquées à l'étranger, aux États-Unis, dans la majorité des cas. Dans la majorité, oui. On n'a pas de... Ça ne fabrique pas au Canada, Non, malheureusement. c'est ça. Non? Donc, on produit oui, l'aluminium, il est envoyé oui, de c'est côté, puis les canettes reviennent. C'est quand même drôle, ça. On Ouais, pourrait tout faire ici, là, presque, je suis sûr. mais Fait que bon. c'est ça, les canettes, c'est un usage unique. Donc, à chaque fois, c'est envoyé au recyclage, c'est refondu et réusiné. Ben, pas usiné, là, mais en tout cas, Formé. on reproduit une nouvelle canette à chaque fois. Donc, tandis que c'est ça, là, la bouteille qui est tout aussi recyclable là, que l'aluminium. Oui. Donc, à sa fin de vie, oui, elle peut être recyclée et refondue et on refait une nouvelle bouteille, mais on est capable d'utiliser 10 à 15 fois facilement. Là. Évidemment, dans la mesure où elle est ramenée au point de récupération. Puis ça, c'est très important là, parce que c'est sûr que si on la jette au recyclage, elle ne suivra pas là, le chemin que la bouteille devrait prendre là, pour se faire laver et réutiliser. Ça, donc, jamais on utilise ces bouteilles-là. Il faut bien faire attention de bien les mettre à l'endroit approprié lorsqu'on a terminé, quoi. C'est ça? Oui, c'est ça. Soit un centre consignation ou le point de vente. Ou directement, le point de vente. Oui, le point de vente. Ceux qui les reprennent encore, là, c'est en train de changer avec la réforme de la consigne. Là. Il y en a maintenant qui les refusent pour que ça soit dans un consignation. Généralement, ça va être les épiceries qui sont juste à côté des centres. Ou nous, quand on va livrer chez nos clients, on ramène les vides. Oui, c'est ça. Pour ceux qui ne sont pas loin de la brasserie, là, vous les ramenez directement à la brasserie aussi. Oui. OK. Et aussi, pourquoi vous avez choisi de prendre des formats 500 millilitres et non des plus petits formats? En fait, ce format-là, c'est un contenant à usage multiple. Donc, c'est justement ça qui permet de rentrer dans le système qui nous retourne les bouteilles. Ah, okay. Donc, parce qu'il y a 1 million de modèles de bouteilles qu'on peut acheter sur le marché, mais c'est des usages uniques. Donc, ceux-là vont retourner au recyclage. Donc, on avait le choix. Dans le 500, il reste seulement celle-là. Avant, il y avait 2 formats pour la microbrasserie. Maintenant, c'est celle-là. Petit format, on pourrait aller avec la AT2, qui est la même utilisée par Molson, et puis la BAT, c'est de la 341 ml, je pense. Mais là, on est moins dans les cas de microbrasserie. Oui. OK. Je comprends. Puis sinon, ça passe à la 750 ml. Donc, il y a moins de choix. Ouais, c'est ça. Puis pour une bière, ça fait une grosse bouteille. Ouais. Et pourquoi vous avez choisi de faire une lager mexicaine pour ce projet avec nous? En fait, le mot d'ordre qu'on s'est donné, c'est que à chaque nouvelle édition, on fait une nouvelle bière. Donc, une bière là, qu'on n'a pas encore brassée, qu'on n'a pas dans notre line-up de bière. Alors, c'est ça. Chaque année, on se pose un peu la question, qu'est-ce qu'on pourrait brasser de nouveau, qu'on n'a encore jamais brassé, et qui pourrait aussi être intéressant pour le marché qu'on vise, là, c'est-à-dire des jeunes à la fin de l'année, donc à la fin de l'année scolaire, donc fin printemps, début été, une bière qu'on va boire durant l'été, puis qui va être facile à boire, facile d'accès. Donc, vraiment, dans le cadre de ce projet-là. Fait que c'est sûr que ça limite beaucoup les choix. Là, on ne brassera pas une bière noire, une bière super lourde, une bière très forte en alcool, parce que en été, c'est pas vraiment ça qu'on a le goût de boire. Parce que quand on la sort, c'est justement ça. C'est à la fin du printemps. Donc, c'est vraiment pour la saison estivale.
Donc ça vient un peu teinter, guider, en fait, nos choix d'options. Après, on consulte les collègues aussi, là, Christian, le brasseur, toi. Chacun donne un peu ses idées, puis on vote. Ça a été facile cette année. Oui, je pense que j'insistais fortement. Ben oui, ça, mais t'as pas eu de résistance non plus. Ça faisait un petit bout de temps qu'on voulait en faire une. On arrive directement dans la saison. Là, c'est une bière facile à boire. Moi, ça m'évoque les vacances, l'été, le soleil. Donc, on arrive là. C'est comme le temps parfait. Les étudiants sont en vacances. C'est une recette de Christian, ça, d'ailleurs, qu'il avait faite chez lui. Ah oui? Oui, en mode brassage amateur. On l'a adapté un petit peu, là, mais c'est ça. C'est la première fois qu'on la brasse en gros brassin de 1200 litres. Parfait. Et du coup, c'est quoi les saveurs recherchées avec cette bière? Qu'est-ce qu'elle va transcrire? C'est vraiment une bière, c'est dans la simplicité, là, c'est assez droit, il n'y a pas de grosses saveurs funky. C'est vraiment, on est dans quelque chose qui est léger. C'est pas parce que c'est léger que ça peut pas être goûteux. Fait que c'est pour ça qu'on évoque des ingrédients de qualité. Le maïs, on veut le goûter, on veut qu'il soit là. On a choisi une levure, justement, ça s'appelle le Labo Solutions Brassicole. Ils sont à la Pocatière. Eux, ils isolent des levures là, un petit peu partout. C'est vraiment une levure d'origine de lager mexicaine. Fait qu'on s'est dit, on va y aller vraiment là, pour y aller juste dans les saveurs. Fait que c'est une levure qui est très clean. Donc, goût céréalier, légèrement malté, pas trop. On desselle le maïs. Belle petite bulle fine là-dedans. Puis, c'est ça, avec pas d'emphase sur le houblon, là, comme une IPA qui va être beaucoup plus amère puis très, très aromatique avec le houblon là, qui vient apporter là, un côté très aromatique. Là, c'est vraiment là, une blonde, c'est crisp en bouche, assez sec, il n'y a pas... Oui, c'est ça, qu'il n'y a pas trop de sucre résiduel. De sucre résiduel. Mais il y a quand même un petit côté sucré, pas parce qu'il y a du sucre, mais c'est le maïs là, qui vient donner cette impression d'un goût doux. Là. Un peu comme quand on passe à une crème de maïs, là, c'est quand même assez sucré, mais bon, ça ne goûte pas à la crème de maïs. Non, jamais. OK, donc c'est ça, c'est vraiment une bière d'été, fraîche. Tu vas la prendre désaltérante, ouais. On la boit bien froide. Parfait. Ben, c'est ce qui conclut ce podcast. Donc, je vous remercie vraiment de votre temps, d'avoir répondu à mes questions et de participer tout simplement à notre projet. C'est vraiment très apprécié. On a vraiment bien aimé faire ce projet. Donc, maintenant, ceux qui regardent cette vidéo, je vous invite à procurer la bière Deaki. Donc, elle va être disponible dans tous les points de vente de la région, c'est ça à peu près, tous les pas tous là, mais ouais, beaucoup de points de vente, ouais. Tous nos clients réguliers là, normalement là, ils devraient y en avoir chez eux. Là, on va sûrement mettre la liste de détaillants là, sur notre site web. Là. On va créer une page là, qui est dédiée au projet sur notre site web. Donc toutes les infos y seront. Parfait. Et puis ben, la Fondation vous remerciera. Lorsque vous achetez une bière, pensez bien que $1 sera reversé à la Fondation de Cégep, donc c'est vraiment un bon geste. Et puis n'hésitez pas non plus à nous suivre, parce que jamais vous voulez suivre cette expérience, voir les coulisses un peu de comment ça s'est passé, sur les réseaux sociaux de Brasser pour donner. Je vous invite aussi à vous abonner aux réseaux sociaux de la brasserie de la ferme. Et puis merci à vous. Merci pour cette opportunité là, de parler de la bière et de collaborer avec vous les jeunes.